Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Marie-Agnès de Salaberry-Andrieux qui vient nous présenter l'ouvrage qu'elle a consacré à la correspondance de sa famille russe au XIXe siècle, dans une période particulièrement troublée déjà de l'histoire de la Russie. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Dans quelles circonstances en êtes-vous arrivée à récupérer cette correspondance familiale et à avoir l'idée d'en tirer cet ouvrage qui est extrêmement intéressant, avec un seul défaut, hélas, c'est qu'il est imprimé un peu petit pour ma vue baissant. Eh bien, j'avais une cousine qui voulait faire un livre sur la famille, cette histoire russe de la famille, qui m'a demandé de l'aider. Je suis donc allée avec elle aux Archives nationales, car toute cette correspondance est aux Archives nationales. Il a été déposé. Et en dépouillant ces dossiers, je me suis aperçue qu'il y avait des centaines de lettres écrites de Russie pour cette période, et qu'après avoir passé autant de temps à les déchiffrer, c'était dommage de perdre toutes ces informations. Et j'en ai donc fait un livre. Alors, c'est une histoire assez singulière, puisqu'il s'agit en fait d'un Français, oui, que la Révolution entraîne jusqu'en Russie, où il va faire une assez jolie carrière à la cour de Catherine II, d'abord, puis de Paul Ier, puis d'Alexandre. Et cette famille russe, et donc il va se marier avec une jeune russe de l'aristocratie. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est comment cet aïeul, le comte de Laval, qui n'est pas de Laval, comme son nom ne l'indique pas, mais de Marseille, comment ce comte de Laval choisit-il la Russie, alors que la plupart des gens qui vont quitter la France au début de la Révolution vont aller en Angleterre, en Allemagne, quelquefois en Amérique, mais beaucoup plus rarement vers la Russie. Pourquoi fait-il ce choix? Et pourquoi y reste-t-il? Pourquoi y fonde-t-il une famille? Alors il part à Saint-Pétersbourg, sans doute parce qu'il connaissait déjà Saint-Pétersbourg, puisqu'il était secrétaire d'ambassade, et il était allé à peu près dans toutes les ambassades européennes, Constantinople, Londres, tous les petits États allemands, et entre autres Saint-Pétersbourg. Et la personne au-dessus de lui, quand ils apprennent la mort de Louis XVI, ils décident de ne pas rentrer en France. Et donc ils partent à Saint-Pétersbourg. Pourquoi Saint-Pétersbourg? Je ne sais pas, sans doute qu'il avait beaucoup apprécié son séjour là-bas. Bon, c'est déjà un aveu de ses choix politiques, puisque je pense qu'il décide de ne pas rentrer en France au moment où l'on réclame aux employés d'ambassade et aux diplomates un serment au nouveau régime. Exactement. Donc il choisit de rester en Russie. Donc on est en 1791-1792 lorsqu'il s'installe en Russie. Mais la correspondance que vous publiez commence en 1818 parce qu'en fait, elle implique essentiellement ses filles. Exactement. Quand la famille est réunie, ils n'ont pas de raison de s'écrire. Ils n'ont pas de raison de s'écrire. Et la correspondance tourne beaucoup autour de sa seconde fille Zénaïde. Ce sont les lettres que Zénaïde reçoit, les lettres qu'elle envoie, dans certains cas, les lettres que ses sœurs lui écrivent. Donc finalement, c'est beaucoup autour de sa fille Zénaïde, qui, on le verra, n'est pas toujours avec lui. Qui, elle, épouse un diplomate autrichien qui va l'entraîner jusqu'à Vienne. Oui, elle épouse un très brillant diplomate autrichien qui était le dauphin de Metternich. C'est pas rien. Et qui avait été appelé à Saint-Pétersbourg par Alexandre Ier. Il avait refusé 2 fois parce qu'il avait horreur du froid. Et la 3e fois, Metternich lui dit « Non, il faut absolument y aller, c'est l'empereur qui vous réclame, vous êtes obligé d'y aller ». Et c'est comme ça qu'il est arrivé en 1817 à Saint-Pétersbourg. On avait dû lui dire que les palais russes étaient quand même remarquablement bien chauffés. C'est vrai. Alors, dans cette correspondance, il est beaucoup question, moins que de diplomatie, il est beaucoup question d'amour. C'est un des charmes de cette histoire. C'est par moments, on est dans un véritable roman. Alors, au cœur de tout cela, il y a... Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et pour cause, puisque l'une des héroïnes de cette aventure, c'est la sœur de Zénaïde, Katia, qui, elle, bien, je pense que beaucoup de nos auditeurs la connaissent déjà, à cause du roman d'Henri Troya, La Lumière des Justes, puisque, en fait, c'est elle qui est l'héroïne de La Lumière des Justes. Elle a épousé le prince Troubetskoï, qui va être à l'origine d'une des pires conspirations contre le tsar, et ça va être une histoire tout à fait folle. Donc, mais commençons par le début. Avant de parler de Katia, qui est un personnage fantastique, une héroïne de roman au sens propre du terme, parlons de sa mère. Parlons de sa mère, Alexandrine Kosziewski, qui, elle, va donc épouser, c'est une jeune aristocrate russe, qui va, elle, épouser cet émigré français,
dont en fait tout diplomate qu'il soit, on ne sait pas exactement d'où il vient. C'est un inconnu qui débarque en Russie. Il est né à Marseille. Il a un tort pratiquement irrémédiable aux yeux de la Russie orthodoxe, il est catholique. Bien sûr. Donc comment va-t-il faire? Comment Alexandrine va-t-elle imposer cet amour pour ce jeune Français, dont d'ailleurs les contemporains disent qu'il n'est pas beau, c'est pas le coup de foudre dû à un charme extraordinaire? Non, il a même été décrit comme laid comme un criquet. Quoiqu'il y ait quelques portraits dans le livre, il n'est pas si laid que ça. Enfin, non, ce n'est pas un jeune premier de roman. Non, mais enfin, il a un certain charme. Probablement, les portraits lui rendent probablement pas tout à fait justice. En tout cas, Alexandrine tombe amoureuse de lui. Exactement. Et sa mère est tout à fait contre ce mariage. Donc, elle a trouvé le moyen quand même d'épouser son bien-aimé. Elle a fait appel à l'empereur. Paul Ier, à l'époque, Paul Ier avait mis une boîte sur les marches du palais où tous les Russes pouvaient déposer une lettre. Donc dans la famille, c'est ce qu'on raconte, Alexandrine a mis une lettre en disant ma maman ne veut pas que j'épouse mon bien-aimé. Et donc l'empereur demande mais pourquoi ne veut-elle pas de ce mariage? Et alors on lui répond pour 3 raisons. La première, c'est que Jean de Laval n'a pas de fortune. Donc là, il répond je m'en occuperai. La seconde, c'est qu'il est de petite noblesse. Et il répond pour Madame Kazitsky, c'est bien suffisant, car elle n'était pas du tout noble. Elle était petite fille de passeur sur la Volga. Et enfin, le drame, il est schismatique, et l'empereur répond, je le connais, il est bon chrétien, qu'on fasse venir mon prêtre, et on les a mariés sur l'heure dans la chapelle du palais. Quand je disais que c'est un roman, vous venez de nous en donner la preuve une fois de plus, mais ce que je trouve tout à fait surprenant, c'est que je n'imagine pas une jeune fille de l'aristocratie française à la même époque en faire autant. Est-ce qu'il y a une liberté de ton chez ces jeunes filles russes qui leur permet certaines attitudes qui, dans la France de l'époque, auraient paru quasiment scandaleuses? Oui, je ne sais pas si on peut généraliser. Je pense à la comtesse Rostopchine se moquant éperdument de son mari et décidant de se faire catholique. Je pense à quelques autres. Il y a une liberté de ces femmes russes. Mais ça, le problème de la religion est important en Russie, parce que vous avez vu que une autre sœur de Zénaïde, Alexandra, qui épouse un Polonais, qui est catholique, une de ses filles se convertit au catholicisme. Et sa mère écrit à Zénaïde, elle ne peut donc pas rester sous le même toit que moi. C'est quand même une formule un peu brutale. Mais elle vivait bien avec un père catholique. Mais oui, mais voilà. C'est assez extraordinaire. Mais je trouve tout de même qu'elles ont une audace, un courage, une capacité à accepter certaines choses, à défier les convenances sociales. Mais justement, cette question de religion, vous le disiez, ça reste, on dirait, clivant dans le vocabulaire moderne. Comment est-ce qu'un catholique comme Jean de Laval peut-il vivre dans cette Russie orthodoxe? Comment sa famille peut-elle s'en accommoder? Tous ses enfants sont orthodoxes, baptisés dans la foi orthodoxe? Tous ses enfants sont orthodoxes. Il avait demandé à ce qu'ils soient baptisés dans la foi catholique. L'empereur a refusé. Puisque ce sont des sujets russes, ils sont donc orthodoxes. Lui, en tant que Français, il est catholique, ça ne pose pas de problème. En fait, il y a une église catholique à Saint-Pétersbourg, il y en a une à Tsarskoye Selo. Ça n'a pas posé de problème. Et comment mène-t-il sa carrière? Parce que finalement, il s'en sort bien. Ah, il s'en sort extrêmement bien. Il finit très très bien. Il a beaucoup de décorations. Il aimait bien les décorations, ça il faut le reconnaître. C'est un peu l'époque. Oui. Mais justement, on se pose la question en se disant, mais il est sujet français. Il faudra peu de temps pour que la Russie et la France soient en guerre. Ça ne lui pose pas de cas de conscience. À aucun moment, il ne demande la nationalité russe. Non, mais quand même, dans ses lettres, quand il écrit à son gendre autrichien, il dit « Je suis comte russe ». Donc il était totalement russifié. Totalement, il se sent russe, sauf par la religion finalement. Sauf par la religion, mais c'était accepté puisqu'il était d'origine française. Alors, il est parfaitement fidèle, mais une question que je me suis posée, est-ce que ça n'apparaît pas dans les lettres qui commencent bien après, c'est que cet homme qui finalement doit sa fortune en bonne partie à Paul Ier, un tsar particulièrement controversé, on a dit qu'il était fou. Pour le moins déséquilibré. Déséquilibré, oui. D'ailleurs, il finit dans des conditions un peu particulières, assassiné par son propre fils, a-t-on dit. C'est-à-dire que son fils était à l'étage en dessous, et il savait très bien ce qui était en train de se passer.
Enfin, il est complice, à tout le moins. Oui. Alors la question que je me posais, c'est comment justement votre aïeul a-t-il vécu, lui qui doit tout à Paul, ce crime, la disparition de son protégé, comment s'arrange-t-il avec le successeur? Écoutez, ça, les lettres ne nous le disent pas. Il n'y a mais... rien à ce sujet, mais manifestement, sa carrière n'en souffre pas. Non, pas du tout. Il a commencé par servir Catherine II, puis Paul Ier, puis Alexandre Ier, puis Nicolas Ier. Donc il a quand même servi 4 empereurs. Ça n'a jamais nui à sa carrière. Il a fini grand majordome du palais, conseiller privé avec beaucoup de décorations, Sainte-Anne, Saint-Vladimir. Ses filles ont toutes été nommées dames d'honneur de l'impératrice ou d'une grande duchesse. Donc, c'est une très belle carrière. Oui, magnifique. Et la maison, il a un palais à Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'il existe toujours? Alors, ce palais existe toujours, ça s'appelle la maison Laval, et elle est contiguë au Sénat. Et nous avons beaucoup de chance parce qu'elle est maintenant le siège du Conseil constitutionnel de la Fédération de Russie. Donc, elle est très bien entretenue. Il y a des plafonds peints, il y a des fresques un petit peu partout. Ces admirables palais saint-pétersbourgeois qui sont d'une beauté extraordinaire. Oui. Ça n'est pas ostentatoire comme certains palais. C'est assez simple quand on le visite, parce que nous avons pu le visiter. C'est très bien, mais c'est un peu le style néoclassique, début 19e. Ça reste quand même, bien que russe, ça reste assez sobre. De toute façon, dès le début, Saint-Pétersbourg a été conçu comme une ville occidentale, avec des influences italiennes, des influences françaises, donc ils se font dans le décor, si on peut dire. Exactement, mais la façade est assez sobre, et ce qui est amusant, c'est qu'il y a sur le trottoir 2 lions couchés de chaque côté de la porte d'entrée, en porphyre, qui ont été loués par Pouchkine dans un de ses poèmes, Le Cavalier de bronze. Et la maison n'a pas souffert de la Révolution russe? Absolument pas. Les Russes sont finalement beaucoup plus respectueux de leur patrimoine que les Français, en tout cas pendant la Révolution. Et donc cette maison va devenir le foyer de la famille, bien entendu, mais aussi un lieu de rendez-vous pour toute la bonne société russe, pour le monde artistique. C'est un des cœurs intellectuels de la ville, finalement. Exactement. Tous les diplomates vont dans le salon Laval, les écrivains, les poètes, Pouchkine, bien sûr. Il y a lu Boris Godunov et la Dame de Pique. C'était un familier. Vous aviez le fabuliste Krylov et puis beaucoup de musiciens aussi, de musiciens italiens et français. Il y avait Pauline Viardot, Tambourini, Rubini. Et c'était le siège de l'Académie musicale. Je ne sais pas très bien ce que c'était que cette académie, mais en tout cas, le siège était au Palais Laval. Alors, on parle de cette vie intellectuelle, de ces artistes qui s'y côtoient, de ces diplomates. Est-ce qu'on y fait de la politique? Je ne sais pas, parce que l'empereur est quand même autocrate. Ces sujets sont assez surveillés. Oui. Donc je ne sais pas si on y faisait de la politique, mais ce que je sais, c'est que les Laval n'étaient absolument pas conspirationnistes. Ce sont des légitimistes. Voilà, parce qu'on va tout de même arriver à cette histoire un peu invraisemblable dans ce décor de loyalisme, d'attachement à la famille impériale. Leur fille Catherine va tout de même épouser avec Troubetskoï un personnage qui, pour le moins, détonne dans le cadre familial. Alors, qui est-il? On voit des portraits, c'est un beau garçon. À la différence de son beau-père, lui, on peut penser que c'est un mariage d'amour. C'est un mariage d'amour, absolument. Ils s'étaient déjà rencontrés, je pense en Russie, et là, ils se rencontrent à Paris, parce que la comtesse Laval est allée à Paris avec Catherine, surnommée Katache, et une petite fille aussi, Sophie. Et là, elles vont de bal en soirée. En quelle année sommes-nous? En 1820. Oui. En 1820. Et ils se rencontrent et ils tombent amoureux. Et ils se marient sans autre complication. Ils se marient à Paris. Donc Katache n'a que sa mère et sa petite sœur. Son père est resté à Saint-Pétersbourg. Il est quand même très content du mariage. Il a donné sa bénédiction, qui est nécessaire. La grand-mère a aussi donné sa bénédiction. Le colonel de Troubetskoï a également donné sa bénédiction, donc tout est pour le mieux. Et ils se marient. À l'époque, les mariages étaient finalement beaucoup plus simples que maintenant. Il y a un déjeuner où ils sont une vingtaine de personnes et ils sont mariés. Et qui est-il justement, ce jeune Troubetskoï? Alors c'est un colonel qui a fait une brillante guerre de Russie. Oui, enfin les guerres contre Napoléon, la guerre contre Napoléon. Exactement. Il n'a pas tout à fait 30 ans. Et il a toutes les qualités, d'après les lettres de ses futurs beaux-parents, qui ne savent pas du tout qu'il va faire partie d'une société secrète.
Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à débattre de ce sujet passionnant avec notre invité.